Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Et donc oui, c'est bien aujourd'hui en tant que chercheur à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques que j'interviens devant vous. Fondation qui a ouvert un département maritime il y a 2 ans, qui s'intéresse aux enjeux maritimes, non pas, pas limités au bassin méditerranéen, mais bien avec une vision mondiale de ces enjeux. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux des fonds marins. Fonds marins qui sont devenus un enjeu majeur pour bon nombre d'États, en particulier parce que les technologies qui permettent d'y accéder se sont développées, l'accès aux grands fonds est plus facile, mais également parce qu'ils abritent beaucoup de richesses qui suscitent la convoitise de beaucoup de gens. Ce sont donc de tous ces enjeux dont je vais vous parler. Alors je commence par un petit rappel historique. Ensuite, je passerai à des notions géophysiques, des notions de droit, et puis on entrera dans le vif du sujet des enjeux. Alors, un peu d'histoire. En fait, la connaissance et l'intérêt des fonds marins, c'est quelque chose d'assez récent, parce que pendant longtemps, on a eu une vision assez romancée, un peu une vision à la Jules Verne des fonds marins. En 1844, un biologiste britannique soutenait, en se basant sur des dragages qu'il avait fait jusqu'à 600 mètres de fond en mer Égée, qu'il n'y avait pas de vie au-delà de 600 mètres. Bon, en fait, la suite qui a donné tort. Un autre Britannique, une quarantaine d'années plus tard, en draguant à 1200 mètres de fond, puis à 4000 mètres de fond, a montré qu'il y avait de la vie dans les fonds marins. Et les Français qui sont arrivés à leur tour dans le match dans les années 1880, avec un certain nombre de campagnes de recherche scientifique, en particulier en Atlantique, ont véritablement lancé la recherche scientifique sous-marine, dont l'âge d'or se situe à partir des années 1950, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai coutume de dire que ce sont les militaires qui ont été un peu à l'origine de cet âge d'or. D'abord parce que j'ai été plongeur militaire, donc ça me fait plaisir de le dire, mais je peux être contesté sur ce point. En fait, dès 1943, Cousteau, Taïez et Frédéric Dumas, qui avaient mis au point le scaphandre autonome, avaient tourné un film, le film Épave, et en 1945, le commandant Taïez, qui avait conscience de tout le potentiel du scaphandre autonome, a demandé à Cousteau d'aller présenter ce film au chef d'état-major général, comme on disait à l'époque, de la marine, l'amiral Lemonnier, pour lui montrer un petit peu toutes les capacités de ce système. Et Lemonnier a tout de suite été séduit, convaincu, a compris l'intérêt et a créé le GRS, le groupe de recherche sous-marine, dont le commandement était confié à Taïez, pour dans un premier temps, donc en 1945, déblayer toutes les mines, les mines allemandes qui ont combré les côtes, mais aussi effectuer des travaux scientifiques, des travaux de recherche, des films sous-marins. Le GRS n'a pas eu des missions militaires, hein, il a aussi travaillé à partir en 1948-1950 avec Auguste Piccard, le Suisse Auguste Piccard, dans le développement des bathyscaphes. Il a travaillé plus tard, 1970, avec la COMEX pour développer des gaz respirables, ainsi que avec le CNRS pour armer les premiers bathyscaphes habités d'exploration des fonds marins, le FNRS 3 en 1950, puis l'Archimède en 61, armé par la Marine nationale avec le soutien du CNRS, qui sont placés ensuite par les sous-marins plus petits, plus maniables, le Siana français en 70, qui est l'ancêtre de l'actuel Nautile de l'Ifremer. Alors, je vous ai dit que je vous parlerais de notions de droit et de notions physiques des océans. Il y a peut-être des professionnels, des experts du sujet beaucoup plus compétents que moi. En fait, ce que je veux dire à ce sujet pour bien poser les choses pour la suite, hein, sur les enjeux que je présenterai, en fait, il faut bien distinguer la colonne d'eau de la côte et du fond qui sont réglés selon des règles, qui sont régis selon des règles différentes. Donc la colonne d'eau, c'est la zone pélagique, qui se décompose en différentes zones. La première zone, colonne d'eau jusqu'à 200 mètres de fond, c'est la zone épipélagique.
la zone qui est la mieux connue, la zone dans laquelle rentre la lumière du soleil, la zone dans laquelle s'exécute la photosynthèse, celle dans laquelle il est le plus facile pour l'homme d'aller. Cette zone épipélagique, jusqu'à 200 mètres de fond, elle repose sur le plateau continental, au fond des océans. Vient ensuite la zone mésopélagique, en dessous des 200 mètres, qui va descendre jusqu'à 1000 mètres, et elle repose sur le talus continental. Alors dans cette zone, les conditions sont beaucoup plus extrêmes, la lumière pénètre moins, mais on n'est pas dans ce qu'on a coutume d'appeler les grands fonds marins. Les grands fonds marins, ils commencent après, à partir des 1000 mètres, dans la zone bathypélagique, qui est la partie de l'océan qui s'étend de 1000 mètres à 4000 mètres de fond. Là, il n'y a plus la lumière n'y pénètre plus, on l'appelle la zone de minuit, et elle repose sur le glacis continental, qui est constitué d'un certain nombre de débris, enfin d'éboulements qui proviennent du talus continental. Voilà. Donc là, sur le fond, c'est le glacis continental. Et après, on arrive dans la zone abyssale, l'immense zone des plaines abyssales. Alors ce schéma, il est très trompeur, parce qu'en fait, cette zone abyssale, des plaines, situées entre 4 et 6000 mètres de fond, représente 80%, 83% je crois, 80% de la surface totale des océans. Voilà. Donc en fait, la quasi-totalité des océans, c'est ces grandes plaines abyssales sur lesquelles, et on y reviendra, se trouve un certain nombre de ressources potentiellement exploitables. Voilà. Et c'est sur cette zone des plaines abyssales qu'on a les grandes fosses, une trentaine de fosses ou de grosses dépressions de dimensions variables, globalement une centaine de kilomètres de long, cinquantaine de kilomètres de large, et des profondeurs qui arrivent à 10 000 mètres plus de 10 000 mètres pour la plus profonde. Voilà. Mais enfin, vraiment, le point à retenir, c'est cette immensité des plaines abyssales qui représentent 83% de la surface des océans. Alors, en termes juridiques, une différence entre les fonds qui sont au droit des eaux territoriales, des 12 nautiques, sur laquelle la souveraineté de l'État côtier est pleine et entière, il peut globalement réglementer et faire ce qu'il entend en termes de restriction. Vient ensuite la zone des fonds marins qui va jusqu'à 200 nautiques. Là, on est simplement sur des pouvoirs, enfin des droits d'exploitation des fonds marins par l'État côtier. Droits d'exploitation potentiellement, mais je reviendrai après, étendables jusqu'à 350 nautiques, 650 km, selon des règles particulières que je présenterai après. Voilà. Deuxième notion à avoir en tête, la colonne d'eau, toute l'eau, dépend de l'autorité du préfet maritime. Le fond de la mer dépend de l'autorité du préfet coordonnateur de façade, enfin, donc du préfet terrestre. Voilà. Oui, donc en termes juridiques aussi, j'ai oublié. Donc, les eaux territoriales, les 12 nautiques, les 200 nautiques potentiellement étendables jusqu'à 350 qui relèvent du préfet. Et au-delà, c'est ce qu'on appelle la zone. Et la zone, par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le principe est posé que c'est un patrimoine de l'humanité. Et pour donner corps à cette notion de patrimoine de l'humanité, a été créée l'Autorité internationale des fonds marins, qui est chargée de réfléchir et de délivrer des permis d'exploration ou d'exploitation en s'assurant que l'environnement est préservé. Mais c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai parce que les choses ne sont pas si simples que ça. Donc au-delà des 200 nautiques ou 350 nautiques, si ça a été étendu, on est dans la zone, ce qui s'appelle la zone, et qui est patrimoine de l'humanité, réglementé par l'AIFM. Voilà. Alors justement, cette extension du plateau continental. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit que si un État est en mesure de démontrer que son plateau continental s'étend au-delà des 200 nautiques et jusqu'à une distance de 350 nautiques, il peut déposer un dossier auprès des Nations Unies et réclamer l'extension de ce plateau continental et donc de ses droits jusqu'à 350 nautiques. Et la France s'est lancée dans ce processus au travers d'un programme qui s'appelle Extra-PLAC, extension raisonnée du plateau continental, qui lui a permis de récupérer, enfin qui lui permet par toutes les extensions qui ont été obtenues, extensions autour de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion,
et y compris dans le golfe de Gascogne, d'être aujourd'hui le premier État sous-marin au monde. On dit souvent que c'est la deuxième puissance. Enfin, on dit de façon, parce que la notion de puissance maritime, on pourrait faire une conférence dessus. On dit souvent que c'est la deuxième puissance maritime en se référant à ses eaux territoriales, et ben à sa ZE, pardon. Et ben si on s'intéresse au fond marin, qui est plus étendu que la ZE, là, la France est le premier État sous-marin avec 11 millions de kilomètres carrés et potentiellement 500 000 kilomètres carrés supplémentaires, puisque tous les dossiers qui ont été déposés n'ont pas encore été tous traités. Et donc ce domaine sous-marin va s'étendre. Alors, c'est bien, Cocorico, on est le premier État sous-marin, mais qu'en fait-on? Alors, qu'en fait-on? On va y arriver. Alors d'abord, quelles sont les ressources qu'on peut y trouver? Première ressource à laquelle on pense, c'est le pétrole, c'est le gaz. Pétrole et gaz et exploitation offshore de pétrole et de gaz qui ont connu un fort développement après le premier choc pétrolier. Fort développement parce que exploiter du pétrole ou du gaz en mer, ça coûte plus cher qu'à terre. Et avec les augmentations de prix de ces produits, l'exploitation en mer devenait rentable. D'autre part, parce que à partir des années 70, également, l'évolution des technologies a permis d'aller forer plus facilement ou plus en sécurité, plus profond, jusqu'à 1000 mètres, forage profond, et même au-delà des 2000 mètres, le forage ultra profond. Donc ça partait bien, mais la France ne s'est pas engagée dans l'exploitation des ressources pétrolières, gazières, potentiellement présentes dans son sous-sol sous-marin. Elle ne s'est pas engagée là-dedans parce qu'en février 2017, enfin, elle s'était engagée dedans, mais en février 2017, Ségolène Royal a décrété un moratoire sur l'exploitation des ressources gazières et pétrolières dans le sous-sol sous-marin de Méditerranée et de la façade atlantique. Et en juillet 2017, Nicolas Hulot, qui y a succédé, a transformé ce moratoire en interdiction totale d'exploration et d'exploitation sur l'ensemble du sous-sol sous-marin sous juridiction française tout autour du monde. Donc décision qui a été ensuite inscrite dans la loi un peu plus tard, en décembre, figeant totalement toute possibilité d'exploitation. Et les permis d'exploitation qui avaient déjà été accordés sont restés valables, mais devront prendre fin en 2040. Voilà. Et il y en a de toute façon très peu. Alors du coup, les opérateurs français sont partis travaillent à l'étranger. Et la France est très riche, enfin une grosse richesse industrielle dans le domaine de l'exploitation gazière, dans l'exploitation pétrolière offshore, avec Total, avec GDS Suez, mais aussi avec toute l'industrie parapétrolière qui est associée, qui à la fois développe des technologies qui sont ensuite utilisées par les pétroliers, qui fournit des services, qui fournissent des services aux pétroliers, mais 90% de leur chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. Voilà. Deuxième ressource potentielle dans les grands fonds marins, ce sont tous les métaux rares de trois types, donc de trois types qu'on peut trouver, les nodules polymétalliques qui se trouvent sur les plaines abyssales, l'immensité des plaines abyssales que je vous ai décrites, entre 4 et 6 000 mètres de fond. Donc ces nodules très riches en fer, en manganèse, en nickel, en cuivre, en cobalt. Les encroûtements cobaltifères, également, à la surface des monts sous-marins. Et puis les amas sulfurés, dont la présence est liée à l'activité hydrothermale dans les profondeurs entre 1000 et 5000 mètres de fond. Donc là, il y a des métaux qui sont présents. Et ce besoin, le besoin dans ces métaux ne va faire que croître dans le futur. En tout cas, sauf changement radical de notre style de vie, le fameux monde d'après Covid, dont malheureusement on voit pas beaucoup, on perçoit pas beaucoup de signes. Donc si notre mode de vie ne change pas, et cette demande dans ces métaux rares va faire qu'augmenter, de toute façon la population mondiale à l'échéance de la fin du siècle va s'accroître de 2 milliards d'individus. La transition énergétique va être elle aussi gourmande en métaux rares, donc de façon inéluctable,
cette demande en métaux rares va augmenter. D'autant que les ressources à terre facilement accessibles commencent à s'épuiser, nécessitent d'aller creuser plus profond, et donc sont plus gourmandes en énergie pour aller creuser plus profond, créent aussi des dégâts environnementaux importants dans les zones dans lesquelles elles sont exploitées. Donc tout ça fait que la pression va augmenter sur ces ressources qui sont présentes au fond des mers, et ça va susciter des envies. Alors aujourd'hui, et donc pour aller le faire, il faut déposer des permis d'exploration et demain d'exploitation de ces ressources auprès de l'autorité internationale des fonds marins. Et aujourd'hui, il y a 29 permis d'exploration qui ont été déposés auprès de l'AIFM par des pays comme la Chine, la Corée, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne et la France, qui a déposé un certain nombre de permis. France qui bénéficie d'atouts, avec ses capacités d'intervention sous la mer, avec ses industriels, et avec l'immensité de son plateau, de son domaine sous-marin, étendu dans le cadre du programme Extraplaque. Par ailleurs, la France dispose, ou plutôt disposait, d'une stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des fonds marins depuis 2020, avec le rapport de Levé, Jean-Louis Levé, qui avait été remis au Premier ministre. Voilà. Donc voilà le tableau. Mais le rêve des matières premières à profusion a pris un sérieux coup de frein depuis quelques années, en tout cas en France. Alors pourquoi ? Parce que la recherche scientifique marine a découvert, et est en train d'affiner ses découvertes, de poursuivre ses découvertes, que ces grands fonds marins abritent aussi des ressources biologiques, alors dont certaines peuvent être utilisées dans le cadre de la recherche médicale, mais plus généralement abritent toute une alors je ne sais pas si on peut dire, si on parle de faune, mais toute une richesse biologique qui à la fois est endémique à ces zones, qui est abritée y compris au sein des nodules. Or, une extraction minière au fond viendrait détruire une partie de ces écosystèmes, d'autant que, si on veut que ce soit rentable, je pense en particulier aux nodules polymétalliques, il faudra ratisser d'immenses superficies. Donc il est certain qu'il y aura des conséquences environnementales importantes à exploiter le fond marin, à remuer des quantités de sédiments, etc. Donc ça a un petit peu ralenti les choses, et le monde se fracture un petit peu sur ce sujet. Globalement, États africains et États asiatiques sont plutôt en faveur de l'exploitation du fond des mers. Les premiers parce qu'ils en seraient bénéficiaires, les seconds parce qu'ils ont besoin des matières premières. Côté européen, on est plus sur une démarche d'exploitation raisonnée dans un souci de développement durable. Et là-dedans, la France est le pays qui a la position la plus extrême à ce stade, puisque le président Macron, lors de la COP27, a annoncé un moratoire qui est en train tout doucement de se transformer, comme pour le pétrole, en interdiction, sur toute exploration, alors toute exploitation, mais aussi toute exploration en matière d'exploitation minière du fond des mers. Donc voilà où on en est un petit peu aujourd'hui, le paysage international, mais les choses bougent. Alors, les choses bougent parce que d'abord, le petit État de Nauru, en liaison avec une compagnie canadienne, a déposé auprès de l'AIFM le premier permis d'exploitation des fonds marins. Il a déposé ce permis en juillet 2021. Alors normalement, les règles de fonctionnement de l'AIFM prévoient un délai de 2 ans pour pouvoir y répondre. Donc à l'été 2023, une réponse aurait dû être apportée. La réponse n'a pas pu être apportée parce que l'AIFM, les discussions au sein de l'AIFM, n'ont pas permis de définir le code minier. Code minier qui préciserait les conditions d'exploitation des fonds marins compatibles avec un respect satisfaisant de l'environnement. Bon. Donc la réponse n'a pas été donnée. Les travaux continuent et on est en plein dans l'actualité puisque le comité exécutif de l'AIFM est réuni depuis le 18 mars, du 18 mars au 30 mars,
il est censé se réunir pour parvenir à une rédaction. Donc le comité exécutif, c'est une trentaine d'États sur les 100 et quelques, 126 je crois, États membres de l'AIFM. Ils sont censés parvenir à une rédaction qui sera ensuite proposée à la ratification de l'ensemble. Voilà où on en est en plein dans l'actualité. Moi, mon inquiétude, c'est qu'un certain nombre d'États s'écartent de l'AIFM et aillent exploiter. Des États comme la Chine, en matière de droit de la mer, de façon beaucoup plus large, globalement, c'est un droit qui n'est pas contraignant. Il y a un certain nombre de pays, vous le savez, qui n'ont pas ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La Turquie, les États-Unis, la Chine, c'est pas les moindres. Donc tous ces gens-là, à un moment ou à un autre, ils iront exploiter de toute façon, de mon point de vue, les fonds marins. Voilà. Donc il est urgent que l'AIFM parvienne à établir ce code minier pour que, au moins, on ait un cadre réglementaire qui permette de rallier un certain nombre d'États et de travailler proprement. Voilà. Donc je vous ai parlé jusqu'ici de toutes les révolutions technologiques qui ont permis d'aller au fond. Donc je rentre un peu dans le détail maintenant de ce qu'on trouve comme technologie sur les fonds marins. Toute la demande d'exploration a beaucoup stimulé les industriels pour le développement de tout un tas de systèmes. Alors aujourd'hui, on trouve beaucoup de véhicules sans pilote. Alors le premier type de véhicule, c'est ça, c'est l'AUV, Autonomous Underwater Vehicle, qui est une sorte de petite de torpille autonome de quelques kilos à plusieurs centaines de kilos, qui est programmé, qui est mis à l'eau soit depuis une base à terre, soit depuis un bateau, qui va faire ce qu'elle a à faire à terre, qui peut avoir de l'intelligence artificielle embarquée, donc réorienter sa mission en cours de route selon des paramètres globalement relativement simples, parce que le principe, c'est tout de même que cet engin revienne à la surface, qu'on récupère les données, qu'elles soient exploitées en temps un petit peu différé. Deuxième type de véhicule, le ROV, il est où? Il est là, le ROV, Remotely Operated Vehicle, qui est un engin qui est téléguidé depuis la surface par un bateau. Alors là, l'intérêt, c'est qu'on a l'information en temps réel, par le biais de ce câble. Cet engin, il peut être équipé de bras, donc il peut aller récupérer des choses au fond. Donc en revanche, il a un périmètre d'action qui est quand même plus restreint à cause de ce câble. Ce câble qui est aussi une vulnérabilité. Enfin, chaque engin a ses vulnérabilités. L'AUV, sa vulnérabilité, c'est que près du fond, d'abord, il peut aller se planter sous une cavité laquelle il ne pourra pas ressortir. Et puis près du fond, il est vulnérable en cas de choc s'il touche quelque chose. Troisième type d'engin, le glider, qui est là-bas. Le glider, c'est un planeur sous-marin qui, lui, il a une petite quantité d'énergie à bord pour réorienter sa navigation, mais il va utiliser des différences de salinité, il va utiliser des courants, il va utiliser des différences de température pour parcourir de grandes distances. L'intérêt du glider, c'est la durée de ses missions. Il peut rester très très longtemps en simplement naviguant, en utilisant en planant dans l'eau, mais il faut aussi alors il y a des gliders qui peuvent émettre, qui peuvent s'approcher de la surface, enfin revenir en surface et puis émettre pour transmettre de la donnée, mais sinon aussi le principe c'est de récupérer un peu comme l'AUV pour exploiter les données. Dernier type, c'est le trawler. Il n'y en a pas sur ma photo? Non. Le trawler, c'est un truc qui est sur le fond avec des chenilles. C'est le premier a dû être développé dans les années 80 par l'Ifremer. C'était un prototype pour aller exploiter les nodules. Donc c'est ce type d'engin qui serait exploité qui seront utilisés pour exploiter tôt ou tard les nodules sur le fond des océans. Donc une sorte de petit tracteur. Avec lui, sa vulnérabilité, c'est la pesanteur. Enfin, ce sera le problème de stabilité sur le fond. Et alors, dans le futur, vers quoi va-t-on s'orienter? Très probablement AUH, Autonomous Underwater Helicopter. Alors, je ne sais pas si ce sera des Autonomous Underwater Helicopter, toujours est-il que ce sera de façon certaine des ensembles de systèmes sous-marins qui permettront d'avoir dans la durée des capteurs
des capteurs efficients, voilà, qui essaieront de pallier tous les avantages, enfin tous les inconvénients de tous les précédents systèmes, avec globalement, par exemple, des bases qui leur permettront de venir se recharger en électricité pour gagner en autonomie. Voilà. Peut-être de décharger également de la donnée qui pourra être, par un système de bouée, j'imagine, être également acheminé vers l'entité qu'il exploite à terre. Voilà un petit peu pour les différents systèmes. Et la France a de la chance parce que sur l'ensemble de la palette, elle dispose d'industriels en pointe. Vous connaissez Exail, hein, qui a fusionné XBlue avec des drones de surface, qui fait des drones de surface, et EK avec les drones sous-marins, Thales, Naval Group qui développe des drones, Alcimar pour les gliders. Enfin, on a des industriels particulièrement efficaces sur toute la palette des systèmes d'intervention sous la mer. Alors, je rentre dans des enjeux à présent des enjeux de souveraineté. Le premier, là j'étais jusqu'à présent sur des choses à exploiter sur le fond des mers, maintenant je vais rentrer plutôt dans des choses à protéger. Premier enjeu de souveraineté, c'est les câbles numériques. Alors les câbles de télécommunication, ils sont présents depuis très longtemps sur le fond des mers. Le premier câble sous-marin, il est arrivé au milieu du 19e siècle, entre le cap Grinet et Douvres, et il servait à relier les bourses de Londres et de Paris, milieu du 19e siècle. En 1858, c'est la date du premier câble transatlantique qui reliait l'Irlande à Terre-Neuve. Et en 1870, c'est Londres et Bombay qui étaient réunis, qui étaient reliés par un câble sous-marin. 1870 et 1900, il y avait 200 000 km de câbles sous-marins sur le fond des mers. Alors, à cette époque-là, c'était du câble cuivre, hein, du câble télégraphique. La véritable révolution, c'est avec le câble, la fibre optique, c'est avec Internet, c'est avec le numérique. Donc aujourd'hui, on a ce réseau un peu partout, ce réseau à travers le monde. Aujourd'hui, c'est 97% des communications Internet qui transitent par les câbles sous-marins. C'est 10 000 milliards de dollars par jour de transactions financières qui transitent par les câbles sous-marins. Donc les câbles sous-marins, c'est devenu vital à notre vie de tous les jours, de Facebook jusqu'aux échanges boursiers internationaux. Voilà. Mais avec leur vulnérabilité propre. Avec une première vulnérabilité aux accidents qui peuvent être de causes naturelles, des glissements de terrain, des tremblements de terre. Ça s'est produit en Asie, ça s'est produit en Afrique. Ça a entraîné des coupures de câbles. Des accidents aussi involontaires, hein, des pêcheurs, des dragages qui coupent des câbles, ou des mouillages accidentels sur un câble. Mais aussi des vulnérabilités mal intentionnées. Vous avez suivi les menaces des Houthis en mer Rouge qui menacent de couper des câbles. Des câbles ont été coupés en mer Rouge, mais il semblerait que ce ne soit pas les Houthis qui les fait, mais ce soit une coupure accidentelle. Mais enfin, en tout cas, cette menace, elle existe vraiment. Alors, pour faire face à cette menace, il y a deux choses. Il y a d'abord les opérateurs, les armateurs de câbles s'organisent pour avoir des redondances, mais ça, c'est pas vrai partout. Pour la France en particulier, sur les outre-mer, il y a un certain nombre d'outre-mer qui ne sont reliés que par un seul câble, donc une vulnérabilité assez forte. Ensuite, il y a des vulnérabilités renforcées dans les points de passage obligés. Pour la France, c'est tout le réseau. En fait, vous savez que Marseille est le 5e hub d'atterrissage de câbles au monde. Et donc ces câbles qui arrivent de l'Asie, qui arrivent en Europe, ils passent par un certain nombre de passages obligés. Il y a Bab el-Mandeb, il y a Suez, il y a le canal de Sicile. Voilà, donc dans ces zones-là, ils sont vulnérables. Alors, les armateurs de câbles ont des accords avec des armateurs de câbliers. Et il y a une flotte de câbliers. Le monde, non, là, j'ai pas la carte. Est séparé en zones, et chaque zone est confiée à un armateur de câblier qui a des bateaux en alerte à 24 heures, capables d'appareiller pour aller réparer les câbles. La France est bien placée, puisque le consortium Orange Marine et l'ETRA
qui est italien, ITRA, et le cinquième amateur de câbles mondial, avec des bateaux. En fait, il faut compter globalement une dizaine de jours entre la constatation de l'incident et puis le bateau part en 24 heures, mais ensuite il faut qu'il rallie la zone. 2 jours globalement pour réparer, voilà, donc une dizaine de jours pour pouvoir intervenir et réparer. Voilà. Bon, moi, il y a l'espionnage dont on parle aussi. Moi, j'y crois pas trop, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus simple d'espionner à terre que d'aller essayer d'espionner ce cap sous-marin. Enfin, en revanche, les caps sous-marins peuvent servir du renseignement, mais c'est pas. Enfin, mais en revanche, on va pas espionner les communications numériques qui passent dans le cap sous-marin. Voilà, c'est des câbles d'un autre type qu'on peut utiliser pour faire du renseignement, pour faire du renseignement. Voilà. Il y aura. Alors, c'est un peu différent du câble numérique, c'est le câble d'énergie. Avec le développement en mer des énergies marines renouvelables, il y aura demain un autre enjeu qui sera celui des câbles énergétiques. Voilà. Parce que ces câbles énergétiques en mer, aussi, quand 30% de la production d'électricité française sera assurée avec de l'offshore éolien, eh ben, ça deviendra aussi une installation critique qu'il faudra protéger. Alors, Orange Marine a commencé à anticiper, puisque son nouveau bateau, j'ai oublié son nom, son nouveau câblier est le premier câblier au monde à être équipé pour pouvoir travailler sur les câbles énergétiques d'énergie, qui sont des câbles de beaucoup plus grosse section. Voilà. Donc là, il y a aussi un enjeu qui va venir. Autre enjeu, l'enjeu énergétique avec les réseaux de pipeline sur le fond des mers. Alors, la particularité du gaz, contrairement au pétrole, le pétrole est assez facile à transporter compte tenu de sa nature liquide. Pour le gaz, c'est plus compliqué. Il faut le mettre en pression, le mettre dans des pipes, et puis de la pression dépend la rapidité et la distance à laquelle on peut l'envoyer. Donc, ça nécessite des infrastructures beaucoup plus lourdes, beaucoup plus complexes que pour le pétrole. Alors voilà la carte pour la Méditerranée des infrastructures, enfin des pipes qui sont en place. Et ce que je dis chaque fois sur cette carte, c'est que quand on la regarde, on peut déjà tirer des conclusions stratégiques un peu intéressantes. C'est que contrairement au pétrole, le pétrole c'est celui qui détient le pétrole qui détient le pouvoir. Sur le gaz, c'est un peu différent. C'est plutôt celui qui détient le réseau qui détient le pouvoir. Je m'explique. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont toujours exacts, mais la Bulgarie, la totalité de son gaz vient de Russie. En revanche, la Bulgarie, c'est 1% des exploitations. Pour la Russie, c'est 1% des exploitations de gaz. Si on prend l'Algérie et le Maroc, c'est la même chose. Tout le gaz algérien part vers l'Espagne, pardon. Tout le gaz algérien part vers l'Espagne. En revanche, l'Espagne a d'autres fournisseurs de gaz que l'Algérie. Bon. L'autre question derrière ces infrastructures, c'est celle de leur sécurité. Parce que du coup, elles sont extrêmement vulnérables. Il y a pas de redondance, c'est pas comme pour les câbles Internet où si les câbles en mer sont coupés, il y a peut-être toujours des solutions alternatives pour passer par des câbles qui sont à terre ou par d'autres réseaux de câbles. Et le sabotage donc ils sont vulnérables, il est facile, ils sont accessibles, ils sont facilement accessibles, le sabotage est facile. Donc il y a bien cet enjeu de sécurité. C'est très tentant parce que c'est ce qu'on appelle les menaces hybrides, c'est-à-dire c'est une action qui est difficile à attribuer et on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a fait le coup sur les Nord Stream 1 et 2, ni même qui a fait le coup sur Baltic Connector qui relie l'Estonie et la Finlande. Voilà, donc il y a un véritable enjeu là-dessus. Alors, je suis inquiétant parce que avec toutes mes menaces, alors une autre menace. Alors ça, il y a les deux côtés de la médaille. Le patrimoine sous-marin. Le patrimoine sous-marin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel aussi. En fait, la mer, c'est le plus grand musée du monde. C'est le plus grand musée du monde, mais il est à ciel ouvert. Alors la France, c'est le premier pays qui s'est organisé pour préserver ce musée, pour préserver ce patrimoine. En 1966, quand André Malraux a créé la direction des recherches archéologiques sous-marines, qui est devenue aujourd'hui le département des recherches archéologiques sous-marines et subaquatiques, puisqu'ils ont aussi une compétence
sur les eaux douces, sur les eaux intérieures. Voilà. Donc ce service qui est basé à Marseille, qui a une compétence mondiale, a vocation à recenser, préserver et conserver, puisqu'il en conserve aussi à terre, le patrimoine archéologique sous-marin qui est dans les eaux françaises. Et grâce à son action, on est passé d'une cinquantaine d'épaves archéologiques connues en 1966 à sa création, à plus de 200 000 aujourd'hui, rien que dans les eaux métropolitaines, sans compter l'outre-mer. Voilà. Mais, donc ça c'est une richesse, mais sur ce patrimoine, il y a aussi des menaces qui pèsent. Beaucoup de menaces qui pèsent, dues à la dissémination, à la démocratisation des technologies d'accès aux fonds marins. Que ce soit des technologies de plongée autonome, avec de la plongée au mélange qui avant était réservée aux militaires, et encore aux militaires de certains pays avancés. Là aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé, et la plongée au mélange qui permet d'accéder à des grandes profondeurs se pratique dans tous les pays du monde par des civils, donc c'est très facilement accessible. Et puis, alors surtout, toutes les technologies d'engins qui ont accès aux fonds sous-marins se sont aussi complètement disséminées, avec un truc qu'on a découvert, nous, à la FMES, il y a un an, il y a un peu plus d'un an, c'est les sous-marins privés, la problématique des sous-marins privés sur laquelle on s'emploie à appeler l'attention des pouvoirs publics, parce qu'en fait, les sous-marins privés, aujourd'hui, il n'y a pas un yacht qui navigue en Méditerranée qui ne soit pas équipé d'un sous-marin privé. Voilà. Ces sous-marins privés, on a été les voir. Donc il y a un fabricant, un des plus grands fabricants au monde qui est néerlandais, U-Boat-Works, avec des engins capables d'aller à plusieurs centaines de mètres de fond. Alors, bon, l'actualité a mis un peu le phare sur le Titan, mais le Titan, c'est une boîte de conserve, rien à voir avec ces engins que j'ai été voir. Ça marche, je vous dis encore une fois, il y en a 200 en service sur les yachts qui naviguent un peu partout, et en particulier en Méditerranée. Leur prix est passé de quelques millions d'euros il y a 10 ans à 500 000 euros. Pour 500 000 euros aujourd'hui, vous achetez cet engin là-bas, qu'on voit là-bas. Voilà. Et cet engin, il a des pinces. Il est équipé de pinces. Voilà. Donc ça pose une véritable problématique. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de réglementation. Enfin, il y a une petite réglementation OMI avec quelques certifications. Ça, c'est les problèmes de navigabilité de l'engin. Mais en revanche, il n'y a aucune réglementation pour leur plongée, pour ce qu'ils font dans la ZE. Voilà. Il existe une réglementation dans la mer territoriale en Méditerranée, un arrêté du préfet maritime de la Méditerranée. Il n'y en a pas en Atlantique. Il y en aura prochainement. Et en tout cas, il n'y a rien, parce qu'il faut il faut que les pouvoirs publics, mais on va les aider, on leur propose des choses, trouvent l'argument juridique pour pouvoir aller réglementer l'activité de ces engins. Voilà. Donc une idée poussée par la FMES est le fait de dire que ces engins ont des pinces, donc par nature, parce qu'en fait le principe, au-delà des eaux territoriales, au-delà des 12 nautiques, le principe c'est la liberté de navigation. Voilà. On ne peut pas réglementer la navigation, y compris la navigation sous-marine. Mais notre idée est de dire que cet engin a des pinces, donc à partir du moment où il a des pinces, il est susceptible d'avoir un contact avec le fond de la mer, et donc là, il y a peut-être moyen mais donc on travaille avec le GMR en particulier pour essayer de trouver le moyen de réglementer ça. Voilà. Et le dernier point que je souhaitais aborder, pour rester dans le timing et permettre des questions avant que certains partent, c'est la stratégie du ministère des Armées sur les fonds marins. Alors, j'ai commencé par un cocorico sur les armées qui étaient à l'origine très en pointe sur l'accès aux fonds marins, etc.
Bon, ce que j'ai pas dit, c'est que les armées, elles étaient très en pointe, mais au rythme des réductions d'effectifs, au rythme des réformes, toute cette capacité qui était d'intervention sous la mer, alors je ne sais plus quand exactement, mais a progressivement s'est réduite pour rester vraiment à peau de chagrin. Voilà. Et on a perdu, enfin les armées, la marine, a perdu toute la capacité d'intervention dans les grands fonds qu'elle détenait avec des bateaux comme le Triton qui permettaient de mettre en œuvre des plongeurs à saturation qui permettaient de descendre dans les grands fonds marins. Voilà. Bon, alors, il y a eu une prise de conscience il y a 3 ans de cela. Il y a une stratégie de maîtrise des fonds marins qui a été mise en place. Il y a des moyens qui ont été consacrés. Et la marine est en train d'essayer de rattraper son retard avec une ambition, c'est d'être capable d'intervenir jusqu'à 6000 mètres de fond. Alors, 6000 mètres de fond, si on revient à mes notions physiques, là, 6000 mètres de fond, en fait, c'est 83% ou 90% des fonds marins. Voilà, donc c'est une ambition qui est cohérente avec ce qu'il y a à faire. Avec 3 objectifs, connaître, surveiller et agir. Alors connaître, il y a à la fois la connaissance scientifique, parce que la marine en France, c'est la marine nationale, c'est pas la marina militare comme en Italie, donc il y a aussi des missions civiles, donc il y a aussi une mission de participation à la connaissance des fonds marins. Ça concourt à la recherche scientifique, mais ça concourt aussi aux missions militaires, hein, parce qu'il faut avoir la cartographie précise, il faut avoir un certain nombre de données océanographiques pour pouvoir conduire des opérations militaires. Et puis, c'est une fois qu'on connaît quelque chose, on a plus de facilité pour détecter les changements de situation et détecter les signaux d'alerte. Donc, être capable de connaître ces fonds marins jusqu'à 6000 mètres de fond, être capable de les surveiller. Alors, surveiller, c'est pas facile, parce que de toute façon, la surveillance ne pourra pas être permanente, compte tenu de l'immensité de la zone, et puis surtout d'agir, donc de disposer de moyens qui peuvent aller jusqu'à 6000 mètres de fond, pour des missions à la fois de guerre des mines, pour des missions de protection des installations, pour des missions de récupération, parce qu'il peut y avoir des missions de récupération d'objets sensibles qui sont tombés au fond. Voilà. Et bien voilà. 45 minutes.